elle-même nous concerne à bien des raisons. Alors pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Aubert, député de la 5e circonscription du Vaucluse depuis 2012, élu municipal à Carpentras, secrétaire général adjoint Les Républicains depuis 2017, président fondateur de Oser la France, toujours en novembre 2017, c'est un anniversaire, ancien élève de l'ENA, de la promotion Sangor, pour ceux que ça s'intéresse, c'est celle du président de la République. Ce qui montre la richesse du recrutement. On peut résister à l'ENA. Et rester gaulliste, puisque vous êtes défini comme ça lors de notre entretien préalable. Et vous êtes aussi, du coup, en tant qu'ancien élève de l'ENA, magistrat financier. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Elisabeth Montfort. Elisabeth Montfort, elle nous pardonnera de faire remarquer que nous la connaissons bien à Sens commun. Elle a été députée européenne de 1999 à 2004 sur la liste Pasqua-Villiers. Elle a été également vice-présidente du Conseil régional d'Auvergne de 1998 à 2004. Aujourd'hui, elle souhaite nous rappeler à tous qu'elle est responsable du pôle Famille et Société à l'Institut Thomas More. Et puis nous allons accueillir pour la deuxième fois, du coup, Vincent Cousdière, que je vais quand même représenter puisque vous n'étiez pas tous là ce matin et vous ne savez pas ce que vous avez raté au demeurant. Vincent Cousdière, professeur agrégé de philosophie, essayiste politique, il s'est fait connaître par un premier livre appelé Éloge du populisme en 2012, suivi par Le Retour du peuple en 2016 et par Fin de partie, Requiem pour l'élection présidentielle en 2017. En dehors de ses essais, de son travail intellectuel, il est également élu local dans une commune et une communauté de communes du Haut-Rhin, c'est-à-dire d'Alsace. L'Europe aujourd'hui est un sujet qui nous intéresse d'autant plus que nous entrons dans une période d'élection qui va progressivement monter en puissance jusqu'à l'échéance électorale du printemps prochain. Mais il est aussi courant d'entendre et de dire, et nous le disons souvent nous-mêmes, que l'Europe est en panne, que l'Europe montre son impuissance. L'Europe se fait beaucoup rejeter. Elle est l'objet de nombreuses détestations et elle est même parfois le réceptacle de tout ce qui ne va pas. Puisque lorsqu'on ne sait pas dire pourquoi quelque chose ne va pas, on a forcément la tendance à dire c'est parce que c'est une norme européenne. Ça n'est pas toujours vrai, ça n'est pas toujours faux non plus, bien sûr. L'Europe est pourtant un continent auquel nous appartenons géographiquement. Mais est-ce tout? Sommes-nous simplement les habitants d'un espace européen dont on ne saurait pas donner les limites? Nous qui voulons bâtir sur le socle de la pensée conservatrice, avons-nous un point de vue? Pouvons-nous parler de l'Europe? Sommes-nous européens? Chez Sens commun, ni eurobéa ni europhobe, nous ne voulons pas plus ou moins d'Europe, car nous voulons une autre Europe. Et nous pensons que 60 ans après le traité de Rome, nous avons un droit, le droit de revisiter cette Europe. Et comme le disait Roger Scruton juste à l'instant, comme nous sommes des gens responsables, nous voulons pouvoir avoir le choix et nous refusons qu'on nous impose une marche en avant dont on ne saurait pas où elle pourrait s'arrêter. Et c'est cette question de l'Europe, sur l'Europe, que nous voulons débattre maintenant, que je voudrais faire débattre nos trois invités. Et je voudrais poser une première question, et je vous laisserai répondre à qui voudra pour commencer. L'Europe est-elle uniquement, comme je le disais à l'instant, un territoire géographique, un marché commun, ou bien l'Europe est-elle plus que ça? Y a-t-il un ou des peuples européens? L'avantage d'être une femme, c'est qu'on prend la parole en premier. Encore, l'Europe est bien plus que ça. L'Europe est une civilisation, mais c'est beaucoup plus qu'une civilisation. D'ailleurs, l'Europe a existé bien avant le traité de Rome, bien avant tous les traités européens. Europa, c'est une figure mythologique. Quand vous regardez, nous avons beaucoup parlé culture tout à l'heure, quand on regarde l'architecture, quand on regarde les arts, les peintures, on voit bien une homogénéité sur tout ce continent européen. Donc c'est beaucoup plus que des institutions européennes, c'est en quelque sorte une civilisation, mais au sens fort du terme, au sens où une civilisation est une communauté humaine. Une communauté humaine. Et c'est dans cet esprit-là que l'Union européenne a été créée, traité de Rome,
traité de Paris, la fameuse poignée de main entre Adenauer et De Gaulle, le 23 janvier 1963, qui a été aussi une étape dans cette construction européenne. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on parle toujours de construction européenne comme si on était encore dans un balbutiement européen. En tout cas, au départ, l'acte de naissance de l'Europe sur le plan institutionnel, c'était une communauté. Et une rupture s'est effectuée lorsque nous sommes passés de la communauté à l'Union européenne. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. La communauté, c'est un ensemble de personnes avec des droits qui ne sont pas des droits... Enfin, on voit bien une différence entre une société de la personne et une société de l'individu. Une société de la personne montre que tous ceux qui habitent dans cet espace sont capables de relations entre eux et se reçoivent d'une transcendance, qu'on soit croyant ou non. Après tout, les francs-maçons ou les athées ont aussi cette notion de transcendance. Une société de l'individu exprime un intérêt de l'individu pour lui-même, pour ses intérêts, pour ses besoins, et l'individu est sa propre mesure. C'est tellement important que cette distinction se retrouve dans une conception des droits de l'homme universel ou droits de l'homme construit, et c'est tout à fait la philosophie de la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la conception de l'Union européenne. Communauté de personnes ou institution européenne, Union européenne, et c'est tout le dilemme que nous avons aujourd'hui sur la question de l'Europe. Est-ce que nous voulons que cette Europe soit une communauté de personnes, donc une civilisation, où la culture trouve toute sa place? Sinon, si on n'a pas une culture commune, il n'y avait aucune raison que les pays d'Europe centrale et orientale entrent dans l'Union européenne. Ou bien, est-ce que l'Union européenne est une construction abstraite qui se construit après avoir fait table rase du passé, au jour le jour, en fonction des intérêts mondialistes ou des intérêts des droits de l'homme abstraits et construits? Vincent Cousière. Ça va? Voilà. Alors merci encore pour l'invitation. Et puis je vais peut-être confirmer un peu ce que disait votre président, c'est-à-dire que Sens commun est ouvert à une diversité de pensées, d'opinions et une liberté de parole. Et donc je vais peut-être dire des choses qui seront peut-être un petit peu différentes. Alors vous avez posé la question, est-ce que l'Europe est une construction européenne? Je rappelle que dès le traité de Rome, il est question de faire de l'Europe une union des peuples, de plus en plus achevée. Simplement, on va aller vers cette union des peuples de manière progressive et on va commencer par l'économie. Et je rappelle que dès l'origine, la position de De Gaulle, même si il a joué un petit peu ce jeu pour des raisons économiques et d'intérêt de la France, la position de De Gaulle, elle a toujours été très claire par rapport à ça. L'Europe ne sera pas une union des peuples. L'Europe sera une union des États. Ce qui a donné le projet qui a avorté du plan Fouchet d'une Europe assise qui soit une Europe de coopération des États. Alors pourquoi cette position de De Gaulle? Parce que je pense que De Gaulle, c'est quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi à la question de qu'est-ce qu'un peuple. Et ça, c'est une question pas si facile que ça. Et même dans la philosophie politique, la notion de peuple n'est pas toujours si évidente. Peuple, nation, qu'est-ce qu'un peuple finalement? Pour De Gaulle, il existait des peuples. Il existait des peuples européens qui avaient, je ne dirais pas une identité, De Gaulle disait la France est une personne, mais qui avaient un caractère propre. Vous savez qu'il y avait toute une sociologie qu'on a complètement oubliée, toute une sociologie républicaine dont je parle dans mes différents essais. Par exemple, c'est quelqu'un comme Alfred Fouillet, une sociologie sur la psychologie et le caractère des peuples européens. Donc, il y avait toute cette pensée des peuples, et De Gaulle, il puise ses racines dans cette pensée de la fin du XIXe siècle. Simplement, nous avons été un peu traumatisés par l'évolution de la notion de peuple vue par les différents totalitarismes. Le peuple réduit à la classe sociale, le peuple réduit à la race. Et du coup, la notion de peuple a été
délégitimée par l'histoire. Et le populisme nous fait redécouvrir et nous force à repenser la question des peuples. Il existe des peuples européens. Et ces peuples veulent continuer à vivre, veulent persévérer dans leur être. Alors, l'idée de faire un peuple à partir de plusieurs peuples, c'est une idée constructiviste. Et en plus, faire de l'économie le fondement de cette fusion des peuples, c'est une idée, alors je ne vais pas dire libérale, parce que ça renverrait à des problématiques un peu compliquées, mais c'est une idée contractualiste. Il y a derrière l'idée européenne un contractualisme. On va construire un peuple à partir des individus et on va réunir ce peuple par le droit. Et c'est ça la dimension, si vous voulez, progressiste de l'Europe, pour articuler à tout ce qui a été dit auparavant. Très belle discussion sur le conservatisme, magnifique. J'adhère à tout ce qui a été dit et aux différentes valeurs du conservatisme, etc. Mais je dirais que pour l'instant, qu'est-ce qu'une politique conservatrice? On a développé, à juste raison, une morale au sens le plus profond du terme conservatrice, mais qu'est-ce qu'une politique conservatrice? Et c'est là qu'on se retrouve face à l'Europe, qui aujourd'hui est, alors l'adversaire progressiste, quand je dis l'Europe, c'est l'Union européenne telle qu'elle existe, c'est l'adversaire hyper progressiste face auquel on se retrouve si on prétend vraiment avoir une politique conservatrice. Et ça renvoie à une question qui n'a pas été abordée, et votre président n'a pas utilisé le mot, ça renvoie bientôt, bien sûr, à la question de la souveraineté. Parce que si on veut protéger un peuple dans son conservatisme, dans le conservatisme de ses mœurs, eh bien peut-être qu'il faut la souveraineté de l'État. Et donc, la question européenne nous met face à ça. Comment avoir vraiment une politique conservatrice en renonçant à la souveraineté, sachant que le but de l'Europe, il est progressiste, c'est d'un côté l'émancipation totale de l'individu, et là l'Europe reprend un topos marxiste, l'émancipation totale de l'individu, et d'autre part le droit qui va permettre aux individus de coexister. Donc je pense qu'il y a quand même une contradiction fondamentale entre le projet conservateur et l'Union européenne telle qu'elle existe. Et ça, il faut l'affronter. Merci. Alors moi je vais revenir à la question principale. Si l'Europe est un marché, alors dans ce cas-là, on oublie la singularité européenne, parce que l'ALENA est un marché, le Mercosur est un marché, tout le monde, chaque continent s'est doté de son marché. Donc si l'Europe n'est qu'un marché, finalement nous ne sommes pas différents des autres territoires. Donc l'Europe n'est pas un marché. En tout cas, ça ne suffit pas à justifier la singularité européenne. Effectivement, l'Europe est une civilisation. La difficulté, c'est qu'on doit concilier cette logique de civilisation avec la logique de nation, pour savoir quel est le périmètre, la civilisation ou la nation, comme, je dirais, objet de périmètre de construction politique. Lorsque les pères fondateurs de l'Europe ont lancé le projet européen, la question de la civilisation n'était pas en jeu. Pour la simple et bonne raison qu'on avait 6 pays, que l'enjeu c'était la survie de la civilisation par rapport à un ennemi qui était le socialisme athée. On avait aussi d'ailleurs le Vatican derrière qui poussait. Donc finalement, la question de savoir si l'Europe devait se superposer à une forme de civilisation ne se posait guère. Elle s'est posée à partir du moment où l'adversaire a disparu et où l'Europe s'est étendue jusqu'à finalement se poser la question de sa géographie et de sa limite. Et effectivement, pourquoi est-ce que la Turquie souhaite entrer dans l'Union européenne, et par exemple pourquoi la Russie, qui a longtemps, qui partage des traits de culture judéo-chrétienne, n'y serait pas? Ce sont des questions qui n'existent pas dans le débat public. Après, il y a la question de la géopolitique, mais je dirais que cette question de la civilisation, c'est un autre sujet. Deuxième problème, le marché a effectivement été utilisé comme cheval de Troie en disant nous allons faire le marché, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Faute de pouvoir faire l'union politique, nous allons effectivement passer par le marché. La mondialisation, malheureusement, nous a rattrapés. Et ce qui était une invention fabuleuse dans les années 50, dans un monde réglementé, parsemé de barrières, où les hommes et les femmes avaient beaucoup de mal à circuler, devient quasiment une banalité
dans une mondialisation où tout le monde s'est doté de cette organisation. Et donc, qu'est-ce qui nous sépare, hein, qu'est-ce qui fait la séparation entre le dehors et le dedans? Quand on est un grand marché, ouvert dans un énorme marché, ça pose là aussi la question de la limite. Et donc, nous avons ces deux problèmes qui sont sur la table. Et puis au milieu, il y a la question de savoir si, comme je le disais au début, on peut bâtir une union politique sur une civilisation. Moi, je crois que c'est nier le fait que la singularité de l'Europe par rapport à d'autres continents, c'est en réalité la concurrence ou la compétition de petites nations sur un territoire très restreint. Ce qui a fait que cette compétition, du coup, a conduit ce petit bout de monde, qui n'est pas très étendu, à conquérir et surtout à exporter ces civilisations dans le monde entier. Si l'Afrique, l'Amérique latine et même une partie de l'Asie ont eu à un moment donné une exposition à l'influence européenne, si l'Europe a pris cette place dans le palmarès mondial, culturel, économique, politique, c'est bel et bien à un moment donné parce qu'il y avait ce moteur des nations qui lui permettait quelque part de transcender ses propres limites géographiques. Vouloir construire une Europe puissante en disant j'enlève le moteur qui sont les nations, c'est perdre, je dirais, le seul atout que nous avions, c'est-à-dire effectivement cette stimulation intérieure. Et enfin, il y a une autre question que les pères fondateurs n'avaient pas soulevée, qui est la question de la démocratie et du droit. Souvent, on nous dit, vous comprenez, l'état de droit, l'état de droit. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un droit qui est sécrété non pas par la volonté du peuple, mais par la volonté des juges, par l'application de conventions. On nous explique que lorsque les gens, finalement, sont contre ce droit, eh bien, quand même, on fait leur bonheur. Hein. La Cour européenne des droits de l'homme vient faire votre bonheur. Vous comprenez, il y a des principes qui sont intangibles et sur lesquels, même toi, peuple souverain, tu ne peux pas revenir. Toi, Parlement, qui est l'expression du peuple, tu n'as pas non plus le droit d'intervenir. Et donc, nous sommes un peu, le peuple, comme d'ailleurs les représentants du peuple, assis en gare à regarder les trains du droit de l'Union européenne passer. Cette situation, elle est peut-être juridiquement parfaite, cette idée d'intégration d'un ordre juridique européen, mais elle est profondément instable parce que les citoyens français n'accepteront pas longtemps qu'on leur impose des règles qu'ils n'ont pas eux-mêmes choisies. C'est le principe de la démocratie. Et donc, je crois, si vous voulez, que c'est un mécanisme d'autodestruction qui est en réalité à l'œuvre, avec une marmite qui bouillonne. Et l'un des bouillonnements, c'est évidemment ce qu'on appelle populisme, qui est en fait, quel que soit le terme qu'on utilise, la réaction de celui qui en réalité vote pour que les choses changent. Et on a organisé un système où de toute façon, quel que soit le vote, les choses ne peuvent pas changer. Alors, ça c'est le diagnostic, je donne un exemple. Un exemple très concret. Vous êtes artisan, vous avez été ruiné, vous êtes grutier, vous avez été ruiné par la directive travailleurs détachés parce que les concurrents ont embauché des Polonais ou des Roumains qui sont venus vous concurrencer. Vous allez voir votre député, vous dites, monsieur le député, il y a un problème, la première année, je vois des types là, qui travaillent, vraiment, ils prennent moins que moi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ne vous inquiétez pas, on va voter une loi, bon. Et puis, la droite ne fait rien, alors l'année d'après, on va voter à gauche pour voir si ça va peut-être changer, et puis la gauche ne fait rien. Et les gens en déduisent que la droite comme la gauche se contrefichent en réalité de notre situation. Alors que le problème est ailleurs, c'est-à-dire que vous avez bel et bien des élus qui sont préoccupés par cet état de fait, mais quand ils arrivent, on leur dit, mais de toute façon, vous savez, c'est une directive, alors il faudrait la renégocier avec X pays. Et c'est très long. Et donc ça dure 10 ou 15 ans. Et votre grutier ou votre artisan, il ne réfléchit pas à 10 ou 15 ans. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il vient un jour vous voir et vous dire, vous savez, grutier, je suis au chômage, artisan, j'ai dû arrêter mon activité, et c'est à cause de vous, parce que vous ne m'avez pas protégé. Donc la question qu'on doit avoir comme élu, c'est qui je représente. Moi, je suis député du peuple français, de la nation française. Je défends les intérêts de la nation française. Ça veut dire fermer un certain nombre de portes ouvertes ou de lieux communs qui sont généralement donnés comme substitution à la nation. Quand on m'explique la préférence communautaire, je vais vous dire un secret, mais vous ne le répéterez pas, j'en ai strictement rien à faire qu'on crée des emplois en Pologne si on les détruit en France. Je suis très content pour les Polonais. C'est pas mon travail. Moi, je me bats pour que, si possible, mes électeurs, ça pourrait m'arranger, mais au moins, mes compatriotes français puissent trouver du travail. Et donc, il faut arrêter avec cette espèce de logique qui pousse d'ailleurs un Emmanuel Macron à dire « j'aime tellement l'Europe que j'en arrive à vouloir dissoudre la France ». Et donc,
je vais faire une assemblée franco-allemande qui va représenter on ne sait pas qui d'ailleurs, avec des listes transnationales au Parlement européen. Je vais fusionner le siège du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mon brave ami, la diplomatie, le régalien, ça représente les intérêts d'un État-nation. Et donc, c'est impossible d'avoir une politique de défense commune, c'est impossible d'avoir une politique internationale commune, parce que nous n'avons pas les mêmes intérêts. Et on peut le regretter, mais il est vrai que si nous avions les mêmes intérêts, ça fait longtemps qu'on se serait doté d'une politique multilatérale dans le domaine notamment onusien qui serait active. Voilà pourquoi toutes ces raisons, je pense qu'il y a des peuples, il n'y a pas un peuple, et que toutes les personnes qui nous expliquent qu'on peut dissoudre les peuples pour créer un grand peuple européen ne récolteront malheureusement que la tempête et l'effondrement d'une structure qui malheureusement aura été minée par un idéalisme juridique qui creusera sa tombe. Merci, monsieur le député, pour ce requiem pour une Europe où nous ne voulons plus. Mais il semblait quand même à peu près pertinent de considérer qu'il y a quand même des besoins d'Europe. On vit chaque jour, nous-mêmes, dans nos propres territoires, sur la nécessité de s'unir pour être plus fort. Donnons-nous le droit, si vous le permettez, de réfléchir sur quelle autre base faudrait-il fonder peut-être une Europe qui répondrait non plus aux besoins du territoire européen des années 50, mais aux besoins des nations européennes de 2018 ou 2020. Sur quels seraient les fondamentaux sur lesquels on pourrait faire une autre Europe qui répondrait à ces besoins? Alors, je vais émettre un bémol par rapport à ce que vous avez dit, Julien. Il ne m'est pas indifférent qu'en Pologne, on crée aussi des emplois. Et je pense que dans l'Union européenne, on peut, à condition de fixer des règles qui respectent en effet les peuples et les nations, on peut tous ensemble avoir le regard tourné vers l'avenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il ne m'est pas indifférent de créer des emplois en Hongrie, de créer des emplois en Roumanie, de créer des emplois en Pologne, qui sont 3 pays que je connais très bien, et qui ont vécu pendant plus de 40 ans sous le joug soviétique. On leur doit bien ça. Alors, pour revenir à la question de l'avenir de l'Union européenne et ce qui pourrait être finalement notre programme européen, c'est ça la question. Aujourd'hui, suivant les sujets, l'Union européenne n'a pas vraiment choisi définitivement, alors je vais vous choquer, j'en suis sûre, entre une Europe fédérale ou une Europe des nations. Même si dans la majorité des décisions, c'est bien le fédéralisme qui s'impose. Juste un exemple, au moment de la crise financière de 2008, c'est bien les États, entre eux, qui ont organisé, qui ont pris des décisions pour répondre à cette crise financière. Je pense que, alors, si on regarde les propositions du président Macron, je pense à plusieurs points en particulier. Quand il parle de souveraineté européenne, c'est un contresens, parce qu'en effet, la souveraineté ne peut être réelle, exister, que si elle s'appuie sur un peuple, et il n'existe pas de peuple européen. Donc il n'y a qu'une souveraineté nationale attachée à chaque nation. Deuxièmement, l'Union européenne ne peut pas avoir des compétences dans les domaines régaliens. Alors déjà, on a fait une entorse à cette règle évidente en matière de monnaie, puisqu'on a transféré notre monnaie en 1992, traité de Maastricht, avec la création de l'euro. Mais c'était pour des raisons, si vous vous en souvenez bien, c'était pour des raisons éminemment politiques, puisque c'est Mitterrand qui avait imposé cette monnaie unique en échange de la réunification allemande. Donc le procédé était quand même très malhonnête. Toujours est-il qu'en matière d'armée, il est absolument impossible de créer une armée européenne, étant donné que c'est une prérogative régalienne et qu'il n'y a pas de peuple européen, donc l'armée ne peut pas être européenne. En revanche, il peut très bien y avoir des partenariats, des coopérations, comme c'est déjà le cas sur pour des opérations
L'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, donc avec des directives qui marquent un fédéralisme, c'est-à-dire un effacement des nations, est un contresens historique aujourd'hui, alors que le président Trump quitte justement la scène internationale, au moins sur le plan économique et sur le plan diplomatique, en réaffirmant le protectionnisme américain. Donc, dans ce contexte, la réponse du président Macron, ou la proposition du président Macron, est en total décalage avec la réalité, cette nouvelle réalité qui nous est donnée aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la première fois que les Américains affirment un protectionnisme, puisqu'ils oscillent tantôt multiculturalisme ou protectionnisme. Et puis enfin, l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, donc son intégration dans les accords de l'OMC, est totalement en contradiction avec les impératifs de la COP21, les impératifs de développement durable, où il vaut mieux produire localement pour consommer localement, et justement on voit bien cette contradiction entre le marché local, voire européen. Je pense qu'on peut encore parler de préférences communautaires, déjà on limiterait les dégâts, et en totale contradiction avec un mondialisme économique. Alors, que faire pour cela? Il faudra repasser par un nouveau traité, ça c'est évident, ça va nous prendre encore des années, donc là c'est un travail qui est périlleux, qui est compliqué, où il n'y aura pas où les points communs vont être très compliqués à adopter, mais je verrais bien une Europe où un certain nombre de sujets soient traités ensemble, et je verrais bien la recherche, toutes les questions liées à l'environnement, les questions liées à l'énergie, les questions agricoles, c'était quand même la première politique communautarisée, la politique agricole commune, les questions d'immigration sont comme complément aux politiques nationales et certainement pas comme substitut aux politiques nationales. Et en fait, il faudrait un ensemble réduit au minimum de façon à ce que les nations retrouvent leur liberté, retrouvent leur prospérité et ne soient pas écrasées par des règles européennes qui les étouffent au lieu de leur donner de la liberté, de l'oxygène. Voilà, monsieur le député, répondez, puis ensuite on parlera peut-être des institutions, parce que ça permettra probablement de sortir par le haut de notre débat. Alors, avant que j'oublie, je ne suis pas d'accord avec certaines des compétences, notamment par exemple sur l'énergie. Toujours l'Europe de l'énergie. Si on avait voulu faire l'Europe de l'énergie, il fallait interconnecter les réseaux européens, ce qui aurait effectivement obligé à une gestion intelligente. Au contraire, on a eu des stratégies, et ces stratégies sont opposées, et d'ailleurs on nous a imposé, par exemple je donne un exemple, on a refusé de mettre le nucléaire comme industrie d'énergie renouvelable, alors que c'est décarboné. En réalité, la transition énergétique européenne, telle que poussée en tout cas par la Commission européenne et surtout par l'Allemagne, vise à restreindre la part du nucléaire, et on se retrouve nous en France avec de vrais problèmes. Donc je crois que ce point de vue-là, c'est une vue de l'esprit. Bon, après sur les sujets de l'environnement, à mon avis, on ne peut pas non plus, il faut faire la liaison entre énergie et environnement. Mais je réponds à votre question sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. La clarté, c'est-à-dire, comme ça a été dit, dire très clairement sur une liste aux européennes, nous sommes contre la sortie de l'Europe, et nous sommes contre une Europe fédérale. Il faut le dire. Il faut le dire parce qu'il y a cette espèce d'ambiguïté. On dit, nous sommes contre la sortie de l'Europe, nous sommes contre les anti-européens, mais on est ambigu sur le projet fédéral. La civilisation, dire que l'Europe a une âme, que c'est notre civilisation, donc c'est dans ce périmètre qu'on doit limiter l'Union européenne. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas conservateur de ce point de vue-là, je suis réactionnaire, parce que je pense qu'il faut revenir en arrière par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans la salle, monsieur. Non, il y a quelques réactionnaires, mais vous savez, entre la querelle des anciens et des modernes, je vous rappelle que ce sont les anciens qui l'ont gagné.
Troisièmement, le mot démocratie. Le Parlement européen ne peut pas incarner un peuple européen. La Commission ne peut pas être le gouvernement de l'Union européenne. Par conséquent, il faut remettre l'Europe au cœur, il faut remettre les parlements nationaux au cœur de l'Europe, notamment pour certains sujets comme par exemple les traités commerciaux. C'est parfaitement inconcevable qu'on puisse faire rentrer un traité commercial sans faire voter un parlement national. Et à mon avis, le rôle politique de la Commission est une anomalie. Quatrièmement, une simplification. Il faut organiser un recentrage des missions de l'Union européenne sur ses véritables plus-values. Et à mon avis, il faut séparer Bruxelles de l'Union européenne. Débruxellisons l'Union européenne. A-t-on vraiment besoin de comitologie, d'une espèce d'usine à gaz pour avancer? Prenez par exemple le sujet des GAFAM. Ça, c'est un sujet sur lequel il y a une plus-value européenne, la souveraineté numérique. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer de Bruxelles? Berlin, Rome, Paris se mettent d'accord, décident de créer un Amazon européen sur 3 pays. Et vous verrez ensuite, les autres suivront, et on sera allé beaucoup plus vite que si on essaie de se mettre d'accord à 27. C'est l'un des problèmes, on est obligé de toute façon de le faire si on veut accélérer. Cinquièmement, c'est le mot souveraineté. On ne peut pas rester les bras croisés à voir notre pays se détricoter juridiquement. Il faut donc que le Parlement français puisse se doter d'une loi de souveraineté qui vienne remettre en cause un droit dérivé européen. Pas un traité, parce que dans la Constitution française, il est marqué que les traités ont une autorité supérieure. Jamais, dans l'idée des constitutionnalistes, le droit dérivé, qui est une sécrétion d'organes européens, devrait avoir une autorité supérieure à la loi et encore pire à la Constitution. Sixièmement, le service public. Il faut mettre fin à la politique de libre concurrence tous azimuts. Est-ce qu'on a forcément besoin de mettre en concurrence nos barrages hydroélectriques? Je ne le pense pas. C'est 20% de l'électricité française, ça sert au stockage de l'énergie intermittente. Donc arrêtons, considérant que la libre concurrence amène forcément toujours des bienfaits. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans certains secteurs, notamment dans le secteur de l'énergie. Septièmement, la protection. La France doit s'opposer à ce que les traités s'appliquent sans avis conforme de son Parlement. Et nous devrions, nous républicains, nous engager à voter non au Parlement européen si d'autres traités, comme celui du CETA par exemple, venaient à se représenter. Enfin, sur le budget, il faut assouplir cette absurde règle des 3% du déficit. Alors je sais que c'est l'alpha et l'oméga. Un bon déficit, c'est pas un bon budget, c'est pas un budget à 3% de déficit. Un bon budget, c'est un budget qui est en équilibre. Reprenez ce qu'a fait De Gaulle avec les 1949. Et alors, si vous voulez, ça me fait toujours penser à ces enfants qui sont je dirais, en troisième. On leur dit, alors tu as une bonne note? Ils disent, ah, j'ai eu 9,5. Mais bon, j'ai quasiment eu 10. Non, si tu vises 10, tu auras 9,5, c'est sûr. Le problème de la France, c'est que nous visons perpétuellement 3. Alors on fait 2,9, 2,8. Non, il faut viser 0. Et surtout, il faut sortir des dépenses d'investissement de ce calcul du déficit. La santé, l'éducation, ça ne fait pas partie, pour moi, des dépenses, donc on devrait inclure dans ce déficit. Quant à l'armée, je suis désolé, mais à partir du moment où la France assume les fonctions militaires pour le compte de ses voisins, ils sont bien contents quand nous envoyons nos soldats français en Afrique, donc à un moment donné, on devrait défalquer la facture des dépenses que nous devons à nos voisins. Alors, pour reprendre certaines choses, je voudrais souligner je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la difficulté face à laquelle on est, qui est une difficulté à la fois politique, mais qui est aussi une difficulté, je dirais, philosophique, parce qu'on a face à nous une Union européenne dont on ne sait pas trop exactement ce qu'elle est et ce que c'est. Pour reprendre le mot de Gaulle qu'il utilisait pour parler des Nations Unies, il y a quelque chose d'un machin dans l'Union européenne ou d'une machine. Et l'Union européenne est une machine qui peut-être être un petit peu inquiétante, parce que d'un côté, c'est entendu, elle n'est pas un État-nation, puisque l'État-nation est responsable de tous les péchés, bien sûr, c'est bien connu, et est à l'origine des guerres mondiales, etc. Et donc, il y a dans le projet européen une volonté de dépasser les nations, il y a un projet post-national, de démocratie post-nationale, alors qu'historiquement, les démocraties européennes se sont, je suis désolé, développées dans le cadre de l'État-nation. Qui dit démocratie dit peuple. Donc, il y a une vraie difficulté, et on est donc face à quelque chose qui n'est pas un État-nation, à quelque chose qui n'est pas non plus une fédération, parce que l'Europe n'est pas une fédération. Alors,
Il y a le projet de certains qu'elle soit une véritable fédération. Mais pour qu'elle soit une fédération, ça supposerait qu'elle soit souveraine. Or, l'Europe n'est pas souveraine. Ça supposerait qu'elle reconstitue au niveau de l'Europe le renoncement à la souveraineté des États. Or, c'est pas ça. Donc, c'est pas non plus une fédération, mais c'est pas non plus seulement une organisation internationale, puisque c'est quand même une machine qui déconstruit la souveraineté des États sans la reconstruire à un niveau supérieur. Et c'est là-dedans qu'on est. C'est là-dedans qu'on est. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on a déjà délégué des compétences qui font partie de la souveraineté. Vous avez parlé de la monnaie. On pourrait parler d'autre chose que la monnaie. On pourrait parler de la justice, qui est une compétence régalienne. On pourrait parler même, ça on le dit moins, de la question, j'utilise un terme qui va peut-être un petit peu choquer, mais c'est quelque chose qui apparaît dans la philosophie politique classique, la question de la gestion des populations, la question de la définition du citoyen, de la nationalité. Alors pour l'instant, ça reste de la compétence des États, mais la politique migratoire appartient à l'Union européenne. Donc on voit bien que par rapport à des défis dont on connaît tous l'importance, des défis qui nous déconstruisent en tant que peuple, des défis qui portent sur les mœurs, sur le juridique, etc. Par rapport à tous ces défis, même écologiques, énergétiques, tout ce que vous voulez, eh bien, il y a des défis fondamentaux et la capacité d'action collective est déconstruite par cette Europe qui est ni ceci, ni cela. Voilà. Donc, il y a vraiment un problème. Je suis désolé, moi je suis un eurosceptique, je suis désolé. Je ne vois pas comment on peut sortir de cette problématique sans repasser par la case souveraineté. Alors c'est la question que je voudrais poser à nos invités parce qu'il nous reste très peu de temps et je voudrais qu'on aborde deux derniers points avant de se séparer. Le premier justement c'est, alors face à ce qu'on décrit, comment malgré tout, dans une France qui est dans l'Europe, défendre les intérêts de la France au sein de l'Europe demain. Comment défendre le poids de la France, l'avenir de la France dans cet ensemble européen auquel nous appartenons. Bon, on vient de faire le procès de l'Union européenne. Moi, je ne suis pas aussi sévère que vous. C'est sans doute parce que j'y ai siégé. Et qu'à chaque fois, et c'est vrai aussi pour l'Assemblée nationale ou toute assemblée parlementaire, à chaque fois qu'un député ou un groupe de députés veut travailler, il peut obtenir des résultats. Alors si on en est là dans l'Union européenne, c'est parce que nous avons baissé les bras, parce que les États ont baissé les bras. Je vais vous raconter très rapidement une anecdote. J'étais à la commission Industrie et Recherche et j'étais rapporteur du programme REACH. Alors je ne sais pas s'il y a des... Vous voyez, donc atroce, un dossier de 1800 pages. Donc c'est un dossier, un programme qui consiste à relever la nocivité, pour faire simple, des produits chimiques utilisés dans l'industrie, à les analyser et à les remplacer par des produits moins nocifs, genre glyphosate, voilà, c'est un des exemples. Dès que j'ai été nommé rapporteur, j'ai appelé le ministère de l'Industrie en France. Il se trouve qu'à ce moment-là, c'était Nicole Fontaine, la ministre de l'Industrie, qui avait siégé pendant 2 ans et demi comme présidente du Parlement européen. Au bout de 8 jours, je n'avais pas de réponse. Au bout de 15 jours, je n'avais pas de réponse, donc j'ai abandonné mes contacts avec le gouvernement français. Et à côté de ça, les Allemands avaient tout préparé, tous leurs textes, les amendements, tout avec leur gouvernement. Donc voilà un exemple. Si aujourd'hui l'Union européenne fonctionne si mal, c'est parce que, comme toute structure, la nature a horreur du vide et la présence des ministres est comblée, l'absence des ministres est comblée par la présence des commissaires européens. Si les chefs d'État et de gouvernement étaient beaucoup plus présents dans les institutions européennes au moment des décisions, ça ne corrigerait pas tout. Mais déjà, on limiterait les dégâts. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce que les chefs d'État et de gouvernement ne sont plus présents dans les décisions de l'Union européenne. Alors que faire? Je pense en effet qu'il faut supprimer la Commission européenne ou en tout cas la considérer comme une pure administration d'exécution. Deuxièmement, on pourrait très bien, alors je ne vais pas dire comme les réactionnaires, retrouver ce qui se faisait avant,
Mais enfin, c'est en 1979, lorsque le président Giscard d'Estaing était président de la République et fédéraliste convaincu, qu'il a fait adopter l'élection des députés européens au suffrage universel. On aurait très bien pu déléguer certains députés à l'Assemblée parlementaire de la Communauté européenne. D'ailleurs, il y a une autre assemblée qui fonctionne de cette façon, c'est le Conseil de l'Europe. Alors, les compétences du Conseil de l'Europe ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'Union européenne. Il n'empêche qu'au Conseil de l'Europe, qui regroupe 48 pays membres, les députés qui siègent à l'Assemblée parlementaire sont des députés délégués des parlements nationaux. Et là, on pourrait vraiment dire que la Communauté européenne ou l'Union européenne est la représentation des États membres, des nations membres de l'Union européenne. Donc vous voyez, tout ne s'est pas joué en un seul jour, mais progressivement, par effet de cliquet, le fédéralisme, l'organisation que vous dénoncez, bruxelloise, technocratique, qui nous échappe, s'est mise en place sans qu'on puisse dire à un moment, ou sans que l'on veuille, ou sans que nos hommes politiques veuillent le dire à un moment, stop, nous perdons notre souveraineté, donc à ce moment-là, nous disons niet. Et enfin, remettre l'essentiel du pouvoir de décision au Conseil européen et non pas au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire au Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui eux sont élus démocratiquement par leur peuple, dans leur nation, et qui peuvent prendre des décisions ensemble. C'est donc ce que j'aimerais dessiner, c'est donc une Europe de la coopération sur un certain nombre de domaines que l'on peut exercer mieux ensemble, dans un respect absolu du principe de subsidiarité, qui est un principe qui est totalement oublié aujourd'hui. Si une commune peut très bien faire et mieux faire que l'Union européenne, alors cette compétence doit être assurée par la commune. Si c'est plutôt le département ou la région, alors ce sera la région. Et en dernier recours, si on est plus fort à plusieurs, alors oui, unissons nos forces, mais seulement dans les domaines où nous serons plus forts et où ce sera plus pertinent. Sinon, laissons les nations organiser leurs décisions, leur pouvoir législatif, parce que c'est eux qui sont élus au suffrage universel et c'est l'espace démocratique par excellence. Merci. Un tout dernier mot, peut-être parce qu'on a dépassé le temps. Un dernier mot chacun. Comment parler de l'Europe aux Français? Comment demain devons-nous parler de l'Europe aux Français? Je ne réponds pas à la présente question. Alors bon, je voudrais quand même dire pour Rich, ça c'est le point de départ. Le point d'arrivée, c'est un député en milieu rural qui a tous ses producteurs de lavande qui lui disent « mais notre huile essentielle de lavande, on va mettre une tête de mort dessus parce qu'il y a un règlement européen qui s'appelle REACH et qui lui dit que c'est un produit chimique ». Et qu'est-ce qu'il fait le député rural? Il monte à Bruxelles avec sa délégation, il rencontre M. Barroso et il lui dit « vous voyez ?» Et alors M. Barroso lui dit « ah bon? Mais qui a fait ça ?» Je lui dis « c'est vous ». Il dit « ah bah on va changer ça, j'attends encore ». Voilà. Ça c'est le problème d'aval, c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, je souligne que deux des propositions qui ont été faites ici rejoignent parfaitement ce que j'avais dit et qui est la proposition. Comment parler d'Europe? Déjà en la traitant comme une élection sérieuse. Il y a une élection qui arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une ligne qui soit claire. C'est pas mi-chèvre, mi-chou, mi-fédéraliste, mi-souverain. Non, à un moment donné, on dit ce qu'on veut faire et on parie sur cette ligne-là. On est clair. Deuxièmement, ça veut dire mettre des gens qui sont compétents, qui ont envie de s'investir dans cette matière. Ça veut peut-être dire arrêter d'en faire un mode de recasage politique. Voilà. Ça veut dire savoir renouveler en considérant que... C'est tout le problème des élections proportionnelles, moi je suis contre. Pourquoi? Parce que comment ça erre le système démocratique quand vous êtes élu sur votre nom? À un moment donné, les gens ils vous ont trop vu, ils disent allez oust, hop, t'es pris. Alors que dans le scrutin proportionnel, il faut que vos pairs se mettent d'accord pour vous dire qu'on vous a trop vu. Et évidemment, quand vous êtes payé et que vous êtes sûr d'être élu, bah, vous n'avez jamais envie d'abandonner. Vous dites à un moment donné, tiens, je ne peux pas. Puis au bout d'un moment, 3 mois avant, vous dites quand même, c'est plutôt sympathique. Bon. Donc on a besoin d'avoir des trucs. Et puis ensuite, d'avoir une tête de liste qui représente évidemment la ligne que vous défendez. Et voilà. Je pense que la démocratie, c'est très très simple.
Si les gens ont l'impression que vous n'êtes pas sincère dans ce que vous dites, s'ils ont l'impression que vous leur racontez des carabistouilles, s'ils ont l'impression que vous leur avez sorti les mêmes slogans, nous sommes pour l'Europe qui protège, nous sommes pour une Europe proche des citoyens et respectueuse des nations, mais qui néanmoins est fidèle à notre idéal européen. Bref, si vous leur ressortez la même camelote, vous aurez le même résultat. Merci. Donc, très rapidement, comment parler de l'Europe? Ne pas tout attendre de l'Europe, rompre avec cette habitude qui consiste toujours à reporter un niveau de décision qu'on ne pourrait pas prendre et qui devrait se reporter, un problème qui devrait se reporter au niveau européen. Et finalement, cette habitude, elle a un côté très français aussi, parce que derrière ça, il y a une forme d'étatisme. Et il y a une forme de croyance que la politique va tout régler au niveau, si vous voulez, de la politique juridique. Or, le conservatisme, je voudrais terminer là-dessus, c'est aussi comprendre les limites de la politique au sens classique et au sens partisan. Et comprendre que ce qui va conserver ce à quoi on tient, c'est aussi un rapport entre générations. Monsieur Scruton parlait ce matin de la société civile. C'est un rapport entre générations et un rapport d'imitation des modèles proposés par les générations passées. Et si on veut agir politiquement sur les mœurs pour les conserver, il faut aussi agir indirectement sur les mœurs et pas vouloir toujours plus de lois, mais responsabiliser l'individu et encourager les processus d'imitation qui permettent à une nation de conserver son âme. Merci. Je voulais juste rajouter, il faut absolument enraciner cette Europe dans notre histoire commune. J'étais la seule Française d'accord pour, engagée sur la rédaction du préambule du traité constitutionnel et pour rappeler les racines grecques, romaines et judéo-chrétiennes. Pourquoi la seule Française? Nous étions en cohabitation avec Chirac et Jospin, président Chirac et le Premier ministre Jospin. Et j'étais dans un groupe dit souverainiste, puisque j'ai été élue sur la liste Pasqua-Villiers. Donc mes collègues de mon groupe n'étaient pas du tout d'accord pour s'engager sur cette question, parce que c'est un texte fédéral, oui, qui conduisait à plus de fédéralisme. Et mes collègues de l'UMP de l'époque n'étaient pas d'accord à cause de la cohabitation et de la position de Jacques Chirac. Donc j'étais la seule, et je l'ai fait non pas pour des raisons d'institution, d'organisation institutionnelle, non pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons culturelles. Et ça reprend la question que vous posiez au début. Est-ce que l'Union européenne ou l'Europe est une civilisation? C'est beaucoup plus qu'une civilisation. C'est une histoire, et c'est l'histoire qui a rejoint la géographie avec l'union l'entrée des pays d'Europe centrale et orientale. Si on ne regarde que les critères économiques, sociaux, environnementaux, alors il n'y a plus d'Europe. Mais si on regarde notre histoire commune, notre âme au sens culturel, nos racines communes, alors oui, nous pouvons encore faire rêver l'Europe. Alors nous irons.